Merci beaucoup d'inaugurer cette session et malgré l'actualité de venir à notre rencontre. Vous avez dans votre projet affirmé une ambition impressionnante. Objectif zéro émission 2050. Alors la première question c'est comment ? Eh bien, vous en avez parlé un petit peu avant. Moi, je pense qu'il faut une mobilisation générale qui part, bien sûr, d'une volonté politique qui doit être sans aucune atténuation possible et bien sûr en entraînant le monde économique, en entraînant les citoyens, en entraînant le monde syndical aussi. Et je propose dans mon programme 4 odyssées industrielles qui illustrent assez bien cette méthode que je souhaite, qui est une méthode pour embarquer l'ensemble de la société française vers cette société décarbonée, cette économie qui change de modèle et cette économie qui continue quand même à créer de la valeur, mais une valeur qui soit beaucoup moins impactante pour l'environnement et une valeur aussi qui tienne compte du respect de l'humain, des conditions humaines. Vous avez parlé, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Les jeunes sont à la recherche de sens dans le travail qu'ils veulent embrasser pour leur vie. Ils sont à la recherche de sens et je crois que ça aussi, c'est un sujet sur lequel nous devons avancer. Donc des odyssées industrielles, dont une sur la question des énergies renouvelables, une autre sur les mobilités qui rejoint ce que vous avez dit sur les infrastructures. Et pour mener ces odyssées industrielles, des investissements publics, je le dis. J'ai entendu ce que vous avez dit, c'est important d'avoir les candidats ici pour prendre des engagements, mais je vous assure que les 5 dernières années ont été 5 années de panne dans la construction, notamment de logements, mais aussi dans la difficulté à porter des plans d'investissement d'infrastructures parce que ce gouvernement n'a pas du tout fait confiance aux collectivités territoriales qui sont vos partenaires au quotidien. On va en parler, oui. Et donc, pour pouvoir embarquer tout le monde, il faut de l'investissement public, il faut bien sûr une mobilisation du secteur privé et puis de l'appareil de formation pour accompagner aussi les compétences et le capital humain, comme on dit dans notre pays. L'État ne se défausse pas, l'État est l'impulsion de ces odyssées. Oui, on le sait, dans un pays comme le nôtre, 70% de l'investissement public d'ailleurs est porté par les collectivités territoriales. Partout dans le monde, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler et présider l'association des maires des 100 plus grandes métropoles mondiales. Partout, même dans des pays très libéraux où l'intervention de l'État est moindre, on sait que l'impulsion publique est absolument nécessaire pour donner le cap, pour donner le là, pour notamment travailler sur ce qui nous est commun. Et la question des infrastructures, elle est directement liée à la question de l'aménagement du territoire et au rôle de la puissance publique, dont les collectivités territoriales. On va parler de cette articulation. Bruno, une question ? D'abord, merci d'être là aujourd'hui parce que tous les candidats, je le disais tout à l'heure, n'ont pas eu le courage de venir. J'ai dit sur M. Zemmour. M. Jadot a préféré aller manifester devant l'ambassade de Russie plutôt que de venir parler de transition écologique. On peut faire les deux. On peut faire les deux et je le regrette. Je ferme cette parenthèse, mais ça m'a un peu agacé. Bref. Je referme donc cette parenthèse et tout à l'heure je parlais des scénarios. Scénario à 16 milliards, scénario à 30 milliards, on voit bien que les sommes sont importantes. Un scénario, je disais, de décroissance, un scénario de croissance, mais qui rejoint quand même l'objectif de 2050. Quel serait, selon vous, vous, chef de l'État, le scénario 1 qui vous conviendrait le mieux, et compte tenu également des sommes à mettre en œuvre, qu'est-ce que vous imagineriez? Est-ce que c'est un mix de public, de privé, d'Europe voilà. Sur les scénarios énergétiques, j'entends. Pour moi, c'est plutôt le scénario 2 du rapport RTE, c'est-à-dire se fixer cet objectif de 100% d'énergie renouvelable le plus rapidement possible. Si on ne le fait pas, on passe à côté du mouvement du siècle, on passe à côté d'une responsabilité dans le mix énergétique. Nous devons accroître de façon très importante la part des énergies renouvelables. Et là aussi, ça a été un peu la panne ces 5 dernières années quand on voit la part des renouvelables qui devait être portée à 32%, elle n'est qu'à 19% dans le mix énergétique français.
Sur la question du nucléaire, pour moi, évidemment, il faut maintenir le nucléaire jusqu'à ce que l'on puisse s'en passer. Ça veut dire c'est pas demain, c'est pas dans 20 ans. On a besoin, parce que dans le scénario que je privilégie, il y a des nécessités pour l'économie française, à la fois en électricité et en énergie, qui doivent être remplies. Et pour moi, je ne ferai aucun compromis sur ce besoin que nous avons de maintenir notre souveraineté, en tous les cas notre activité économique. Mais bien sûr, on a un parc nucléaire à la fois vieillissant et sur lequel il faudra remettre des investissements, pas pour créer de nouveaux EPR, mais pour le grand carénage. Je souhaite que cette discussion-là se fasse de façon transparente, que le Parlement joue un rôle, que les citoyens jouent un rôle, bien sûr avec l'autorité de sûreté nucléaire, et que l'on parle des vrais chiffres. À la fois lorsque l'on parle du nucléaire, qu'on intègre véritablement aussi la question de la sûreté nucléaire et la question des déchets, parce qu'il y a des sujets qui ne sont toujours pas réglés, je pense notamment au site de Bure. Mais il nous faut aussi tenir compte du fait que, y compris pour le nucléaire, nous avons une dépendance par rapport à l'uranium que nous n'avons pas dans notre pays, et que c'est une ressource qui va être rare aussi dans les années qui viennent. Donc il faut mettre sur la table tous les éléments de façon très objective pour faire le choix d'un mixte, parce qu'il faut vraiment un mixte énergétique qui nous permette d'avancer dans une croissance qui doit être beaucoup plus juste, parce que je lis, et Jean Jouzel qui est là et que vraiment j'admire profondément, est un de ces écologistes qui très tôt a lié la question sociale et la question écologique. On ne réussira pas la transition écologique si on ne le fait pas avec l'économie et si on n'en fait pas une transition juste. Et donc il va nous falloir mettre sur la table tous les éléments qui nous permettent d'aller vers cette croissance juste et durable qui doit tenir compte aussi des besoins de l'humanité. C'est-à-dire qu'on doit... Quelqu'un d'autre aussi qui m'inspire, je pense à Jacques Attali, quand il parle de l'économie de la vie, c'est vers cela qu'on doit aller. L'économie, elle doit bien sûr permettre de pouvoir avoir des revenus, de prospérer, d'avoir du progrès, mais elle doit permettre d'abord de mieux vivre. Elle doit être dédiée à cette nécessité de mieux vivre pour nos concitoyens et de renouer avec cette idée de progrès dans laquelle le progrès humain, le progrès social sont aussi valorisés. Un mot sur le renouvelable, ce type de grand débat public, mettre tout sur la table, est-ce que ce n'est pas nécessaire aussi pour le dossier des éoliennes qui crispe l'opinion ? Oui, d'abord, sur la question des éoliennes, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes dans des communes, dans des territoires, je pense à la Somme, la commune de Gros-Didier, où depuis 1927, il existe une régie publique d'électricité. Là, la maire qui est dans cette commune a pu organiser un débat et montrer sur la question des éoliennes, qui est acceptée par la population, qu'elle a un intérêt pour la population elle-même. Alors bien sûr, il n'y a pas encore le lien avec la facture d'électricité, mais par exemple, cette régie, quand elle fait à la fin de l'année des bénéfices, eh bien, ils sont redistribués à la population sous forme de bons d'achat dans les commerces locaux. Et là, ça marche. La population se dit, on est à la fois en train de faire quelque chose d'utile pour le climat et en même temps, on en voit tout de suite le bénéfice. Ce qui ne va pas, c'est quand des grands groupes, et ils font leur boulot, voilà, mais quand des grands groupes arrivent sur un territoire et qu'ils disent, parce qu'on a besoin de beaucoup de foncier pour les énergies renouvelables et notamment pour, bien sûr, les éoliennes, et qu'on arrive sur un territoire en disant, eh bien, on prend cet espace et on impose quelque chose qui va être extérieur et qui, du coup, va générer tout le débat sur les paysages. Je suis bien sûr pour l'éolien offshore. Je ne nie pas qu'il y ait aussi des contraintes et des problèmes soulevés notamment par les pêcheurs, mais je pense que nous devons nous engager de façon très résolue vers
et le photovoltaïque et bien sûr l'éolien. S'appuyer plus sur les collectivités territoriales pour construire des infrastructures sur le pays, qu'est-ce que ça veut dire? Leur transférer le pouvoir de décision, leur transférer des compétences, c'est-à-dire des directions d'administration, leur transférer des moyens, de l'argent, des taxes? D'abord, surtout des moyens et dans la décentralisation, ce qui manque aujourd'hui, c'est que les collectivités n'ont plus les moyens d'investir. On l'a vu sur les communes, on le voit un peu moins peut-être sur les régions, mais il faut qu'elles puissent investir. Pour pouvoir investir, il faut qu'elles soient accompagnées et qu'elles aient des dotations qui leur permettent, moi je suis pour une refonte complète de la fiscalité locale, qui permettent notamment aux collectivités de pouvoir bénéficier aussi directement de la richesse créée sur leur territoire à partir de leurs investissements sur les infrastructures. Aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre ce que vous créez en tant que collectivité pour permettre à un territoire de se développer et le développement économique de ce territoire. Donc il faut des investissements publics. Mais je vous donne un exemple qui est un exemple dans les Outre-mer. J'étais il y a 2 semaines en Martinique et en Guadeloupe et très clairement, ces territoires sont des territoires qui doivent pouvoir, sur la question des énergies renouvelables, se développer et investir massivement. Ils ne pourront pas le faire tout seuls. Il faut que de l'investissement de l'État vienne vers eux et que cet investissement soit ensuite déployé avec les acteurs locaux, parce que je crois beaucoup au dialogue territorial avec notamment les entrepreneurs et aussi les représentants des syndicats pour développer et mettre en œuvre des évolutions, des innovations adaptées au territoire. Par exemple, sur les Outre-mer, et on a des Outre-mer en lien avec tous les continents, on a là une capacité, si on leur fait confiance, si on prend appui sur les collectivités locales, une capacité à développer de façon considérable la part des énergies renouvelables et d'assurer une forme d'autonomie et d'indépendance énergétique à ces territoires. Bruno. Quand je vous écoute, je suis d'accord avec vous. Vous avez envie de voter pour moi, je suis sûre. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Carole arrivera probablement à me donner les bons arguments. Je vois 2 problématiques. Une problématique d'ingénierie publique. Vous savez, aujourd'hui, on le voit tous. Je crois que tous les entrepreneurs qui sont dans la salle le confirmeront. Alors peut-être pas à la mairie de Paris ou peut-être pas dans certaines régions, mais globalement, nous avons beaucoup de collectivités locales qui ont un manque d'ingénierie. Donc, c'est comment peut-on imaginer remonter en compétence dans cette ingénierie. Et je reviens quand même à ma question du financement qui est celle qui est la plus prégnante, parce qu'on voit bien que si on veut passer des paroles aux actes, il va falloir trouver des solutions. Et finalement, est-ce que vous considérez, comme certains, que l'urgence, elle est maintenant, qu'il faut trouver des financements maintenant, quitte à payer sur 60 ans, 70 ans. Alors on a un exemple avec le premier métro de Paris qui a été remboursé pendant très très longtemps, ou est-ce que il va falloir essayer de réfléchir, mais on va perdre du temps. On voit bien que si on n'a pas une urgence dans la décision politique et dans l'ingénierie et dans le financement, à mon sens, on n'y arrivera pas. Oui, d'abord sur l'ingénierie, oui, il faut accompagner les collectivités dans cette ingénierie. D'ailleurs, ça peut être ça la décentralisation que je souhaite, plus grande de la part de l'État, plutôt que d'avoir un État dans les départements, dans les régions, qui, pardon, j'ai beaucoup de respect pour les préfets, mais qui est souvent très tatillon, très bureaucratique, qui est plutôt là pour pondre des normes et veiller à leur application que pour accompagner les acteurs des territoires dans la création d'activités et la mise en œuvre d'orientations stratégiques très importantes pour notre pays. Je pense qu'il faut qu'il y ait une partie effectivement de cette ingénierie de l'État, mais aussi privée, qui vienne accompagner les choix de décision publiques. D'ailleurs, on aura un vrai sujet, parce que là, en tant que maire de Paris, sur des très très grands projets, des très grandes infrastructures sur lesquelles je travaille,
j'ai vu qu'il y avait quand même dans l'accompagnement de la décision publique parfois beaucoup trop d'incertitudes. Et on se retrouve au milieu du projet. Je ne vais pas prendre l'exemple du Grand Paris Express, mais quand même, quand on s'est retrouvé en 2017 avec des gens qui nous disaient en fait, on voulait faire avec des tunneliers et on ne sait pas faire 9 tunneliers en même temps, moi, très naïvement, j'ai dit mais pourquoi cette impossibilité-là n'a pas été énoncée au moment où la décision a été prise? Donc, il y a une carence de compétences? C'est pas une carence de compétences, mais je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus en mode projet. Et peut-être qu'il y a aussi des ingénieurs, et on a des très très grandes écoles d'ingénieurs publics évidemment en France, de très très haut niveau, mais peut-être que dans le travail avec les décideurs publics et avec les entrepreneurs, il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation en projet qui doit être beaucoup plus porté, alors qu'aujourd'hui l'État est quand même très centralisé, extrêmement vertical, ce qui nuit à l'efficacité de cette action publique. Donc oui, sur l'ingénierie. D'ailleurs, je propose qu'une partie de ce qu'on appelle le contrôle de légalité, notamment pour les plus petites communes, soit transformée en accompagnement, en conseil par les préfets et les services de l'État. En amont plutôt qu'en aval. En amont plutôt qu'en aval. En aval, il y a toujours les tribunaux administratifs, la Chambre régionale des comptes pour vérifier de la légalité de nos actes. Sur l'investissement, oui, il faut de l'investissement public massif. Moi, j'ai un regret. Sur le plan de relance, tel qu'il a commencé à être déployé, on n'a pas vu suffisamment les lignes marquantes et les arêtes. Je vous le dis, je pense que la méthode de l'appel à projet n'est pas la bonne. L'appel à projet, c'est un truc qui fait effectivement de l'effet en termes de communication, sur lequel il y a plein de gens qui travaillent, qui se mettent en mode de réponse pour gagner l'appel à projet. À la fin, il y a très peu d'élus. On vous dit « Ah bah oui, c'est dommage, vous n'étiez pas le meilleur. » Ok, très bien, on n'était pas le meilleur. Et puis on a passé des heures et des heures dans une espèce de bureaucratie pour un projet qui sera un petit exemple, mais qui ne sera jamais la généralisation d'une politique pourtant nécessaire pour accélérer le pas vers cette transition écologique. Alors comment on fait ? Alors comment on fait ? Je pense qu'il faut justement partir des régions. Je le dis, c'est pas parce que Carole est là, mais je le dis depuis longtemps. Pour moi, les vrais ministres de l'industrie, les vrais ministres du bâtiment sont aujourd'hui les présidents de région. C'est à eux qu'il faut aussi donner les clés de cette possibilité d'investir avec autour d'eux l'animation du monde économique, du monde social. Et en plus, ça tombe bien parce que les régions ont aussi la compétence en matière d'appareils de formation. Et je crois qu'il faut vraiment que ce qui se passe sur le terrain de l'investissement et ce qui se passe sur le terrain du capital humain se conjuguent. Alors, j'ai un regret, c'est que ça n'a pas été fait comme ça jusqu'à présent, le plan de relance. Mais il reste encore une vingtaine de milliards d'euros qui peuvent faire l'objet justement de cette mobilisation plus stratégique, notamment sur ce que j'ai appelé les odyssées industrielles. Il reste ces 20 milliards d'euros dans le financement du projet que j'ai présenté. Je présente 50 milliards de mesures nouvelles et 50 milliards d'euros de financement nouveau, notamment dans l'utilisation de grosso modo 5 milliards d'euros par an supplémentaires liés au plan d'investissement. Est-ce qu'il faut, au plan de relance européen, est-ce qu'il faut investir ? Oui, il faut arrêter de se dire qu'on va pouvoir avancer à la petite semaine, qu'il va falloir d'abord rembourser tout ce qui a été engagé là, y compris sous le Covid, avant de se projeter. On n'a plus le temps. Le moment de l'irréversibilité sur les questions climatiques, c'est 2030. On n'a plus le temps. On ne peut pas faire ça aux jeunes, aux générations qui viennent. Et par ailleurs, l'investissement, ce n'est pas de la mauvaise dépense. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur cette transition écologique, et que c'est tout ce que les jeunes n'auront pas à faire. Et c'est une dette écologique en moins qu'on leur lègue. Parce que là, on leur lègue et de la dette financière et de la dette écologique. Et on reste au milieu du gué en regardant désolé ce monde dont on maîtrise plus grand-chose et qui en plus est en guerre aujourd'hui ici en Europe. Donc non, il faut qu'on soit dans une vision aussi optimiste pour nos jeunes de cet avenir. Et l'investissement public doit servir cela.
Et juste un mot, si vous permettez, sur la formation. Je prône aussi, et je sais que bien sûr dans vos métiers vous le pratiquez depuis longtemps, mais je prône la généralisation des formations en alternance à partir du bac. Je pense que c'est une façon, mais une façon vraiment extrêmement intéressante de rebrancher les jeunes, le monde économique, le monde du travail, et de se mettre justement en situation de réussir et de comprendre que dans ce monde qui vient, les apprentissages théoriques, les connaissances sont essentielles, mais il faut aussi les appuyer sur une compréhension du monde concret. C'est ça la véritable intelligence, et je crois aux formations en alternance pour pouvoir accompagner notre jeunesse dans la maîtrise de son destin. La tête et la main. Bruno. Oui, 3 remarques. Le plan de relance, alors vous savez qu'on a beaucoup parlé en France du plan de relance à 100 milliards. Pour les infrastructures, c'est 3,8 milliards, donc ça calme un petit peu. Malgré tout, on était content de les avoir, mais on est vraiment le parent pauvre de ce plan de relance. Formation, vous en parlez, vous avez raison, c'est notre cheval de bataille. On disait tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes ici. Vraiment, on passe notre temps, tous les entrepreneurs qui sont ici, à former. On a doublé nos apprentis. On a Laurent Amar, qui est le président de la commission en formation qui travaille beaucoup sur ces sujets. Donc, croyez-nous, c'est vraiment quelque chose que l'on a chevillé au corps. Et puis, vous parliez de rapidité, on n'a plus le temps. Quelque chose qui nous gêne énormément, c'est les normes et les recours. On se trimballe des normes depuis des décennies sur des ouvrages qu'on n'arrive jamais à changer parce que... On revient à l'ingénierie qui ne veut pas modifier, parce que des maîtres d'ouvrage disent « Ah mais moi, si mon maître d'œuvre ne veut pas ». Donc des normes qui nous pénalisent, des recours qui nous pénalisent énormément. Quand on voit tout ce qu'on a fait dans les grands travaux en termes de transition écologique, je pense à quelques exemples comme des aires d'envol pour des chauves-souris sur le Tour Bordeaux qui m'a assez marqué là-dessus, pour essayer de ne pas avoir trop de recours. Ma question c'est, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on essaie de regarder, pour diminuer ces recours dans tous les sens quand le projet a une utilité évidemment écologique, mais territoriale, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de projets territoriaux? Diminuer ou accélérer? Oui, bien sûr. D'abord, il faut arrêter cette production de normes pour la norme. On est vraiment, enfin moi j'ai vu ça pendant, et les élus qui sont là l'ont vu pendant cette crise Covid, c'était terrifiant. Quand vous êtes face à un sujet totalement inconnu, énorme, comme une pandémie, quand on nous est tombé dessus il y a 2 ans, on regardait tous ça sans savoir quoi faire. Mais quand on se retournait vers l'administration d'État pour dire peut-être qu'on peut faire ceci pour accélérer la recherche de masques, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de décès dans les EHPAD, on nous répondait, enfin moi on me répondait, c'est pas la doctrine. Mais franchement, il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on soit un peu plus pragmatique. Bien sûr, on est dans un état de droit. Et cet état de droit doit consacrer la question écologique et l'empreinte environnementale de tout ce que nous faisons. Elle doit consacrer aussi les droits sociaux, les droits humains et bien sûr l'économie. Et ça doit pouvoir se faire dans un cadre de normes allégées, et dans des procédures qui, une fois qu'on a effectivement respecté toutes les enquêtes préalables, qu'on a toutes les expertises, qu'on ne puisse plus, une fois que le projet est lancé, arrêter les choses. Vous savez, je suis une mère bâtisseuse. Franchement, à Paris, j'ai vraiment mis l'accent sur les transformations de la ville, à la fois les infrastructures et les bâtiments. Et ça a toujours été, vraiment, il y a des projets sur lesquels on a été retardé pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et vous pensiez que vous aviez tout surmonté parce que vous aviez effectivement fait dans le cadre du droit ce qui était possible de faire. Et à la fin du processus, je me suis retrouvée avec des chantiers arrêtés parce que, et 400 ouvriers sur le carreau, parce que effectivement un recours de dernière minute arrivait. Donc mais comment on en sort? C'est du droit. Je pense que par le droit, il y a eu beaucoup de propositions. Je pense aux propositions que Guillaume Poitrinal avait faites, notamment pour alléger tout ce cadre de normes très contraignantes et assez inutiles.
Et par ailleurs, je pense qu'il faut repartir des territoires, c'est-à-dire sur les territoires, vous avez bien sûr le respect des lois, des normes, des cadres juridiques, c'est impératif, mais vous avez des acteurs qui sont capables de construire l'action et de tenir compte et même de la programmer. Ce qui ne va pas dans notre État très centralisé, on aurait pu s'attendre quand même à ce que Emmanuel Macron soit plus disruptif là-dessus, mais au contraire, on a vraiment confirmé cette verticalité. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de confiance dans les acteurs territoriaux pour qu'ils puissent être plus efficaces dans l'action publique. Aujourd'hui, on est quand même dans un État qui, parce que extrêmement centralisé, il n'y a pas un pays moderne au monde qui a une telle centralisation. Il n'y a pas un pays moderne au monde dans lequel ça fonctionne de façon aussi centralisée. Et du coup, chez nous, on a un vrai problème d'efficacité de l'action publique. Et je pense que la décentralisation, la territorialisation... Vous savez, moi, si je suis présidente demain, eh bien, mon conseil des ministres de l'industrie sera un conseil dans lequel je réunirai régulièrement, de façon vraiment régulière, pour travailler avec eux sur la stratégie économique, industrielle et en matière de formation, les présidents de région. J'aurai un dialogue permanent avec les maires qui sont aussi compétents, évidemment, sur les questions d'aménagement du territoire et, par exemple, sur la question du logement, où on a eu un frein absolu à la construction de logements, alors que, et je veux vous le dire, puisque c'est ma pratique aussi de maire, je sais que les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ont énormément avancé sur les questions justement de l'empreinte environnementale, sur l'usage des matériaux, sur la réutilisation. Tout ça, il y a eu un travail incroyable qui a été fait, hein. Je veux vraiment vous le dire et le reconnaître. Donc quand on se met en mode, voilà, prenons l'exemple du rugby, en mode pack de rugby, ça marche mieux, quoi. Tout le monde tire dans le même sens. Moi, c'est ce que je propose. Ce que je propose, c'est d'être vraiment à la tête d'un État, consciente que c'est pas le président qui va régler tous les boutons de guêtre dans le pays, et qu'il vaut mieux pas d'ailleurs, parce que c'est pas très efficace, mais qu'en revanche, on fixe le cap et on fait confiance à des acteurs qui ont déjà montré qu'on pouvait leur faire confiance. Si vous prenez Bruno côté rugby, il va voter pour vous, ça c'est sûr, hein, vous l'avez gagné une voix. Un mot quand même sur le recours aux habitants, le référendum local, même si l'exemple de Notre-Dame-des-Landes a montré un échec. Est-ce que ça peut être une solution pour balayer ces recours abusifs que vous voyez souvent sur votre route? Moi, je pense que oui, tout ce qui peut permettre justement aux citoyens de participer à la décision, d'élaborer, de co-construire la décision, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on pratique à l'échelle locale lorsque on met en place sur un projet du dialogue citoyen, de la participation citoyenne. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se cacher derrière des consultations et des concertations pour ne pas faire quelque chose en arguant du fait qu'on aurait bien aimé mais qu'on n'a pas pu le faire. Donc il faut aussi qu'il y ait de l'engagement de la part du décideur politique, du décideur public, pour dire vers quoi il veut aller et quel est son choix. Mais cette dimension soit de référendum, soit de convention citoyenne, vous le citiez tout à l'heure sur les éoliennes, moi je pense que les conventions citoyennes sont quelque chose de très très intéressant, et notamment à l'échelle territoriale. Mais pour autant, il faut que ce soit suivi des faits. Si c'est pour faire comme sur la convention climat, c'est pas la peine, parce qu'alors là vous êtes aussi dans la contradiction totale avec un exercice démocratique que vous dénaturez en ne prenant rien de ce qui aura été dit par les citoyens. Et pour aller au bout de cette démocratie décentralisée, territorialisée, est-ce que vous serez la présidente d'une réduction du nombre de communes et puis d'une clarification département-commune de qui fait quoi, et notamment du transfert aux communes, mais surtout aux régions, de toute la stratégie économique et d'investissement lourd dans les infrastructures? Moi, je pense qu'on a besoin de ces différents niveaux de territoire. C'est pas la réduction qui va changer quelque chose. Vous savez,
la démocratie de proximité, à échelle de regard, à échelle humaine, elle est importante. Et heureusement qu'il y a des maires et des maires de toutes petites communes qui ont été là présents et qui sont toujours là présents pour répondre aux doutes et aux inquiétudes de nos concitoyens. La politique, c'est de l'humain et il y a besoin d'humains. Et les élus sont ces humains qui font un travail souvent même pas valorisé économiquement, mais qu'il faut maintenir. Je pense que c'est plutôt dans le rôle de l'État central qu'il faut vraiment faire en sorte que les choses soient plus claires, c'est-à-dire qu'il joue son rôle stratégique, son rôle évidemment de vision pour le pays, de choix stratégiques sur les questions d'énergie, qu'il donne aussi les conditions et le cadre pour que dans le pays on puisse construire du consensus sur ces sujets majeurs, notamment sur cette transition écologique qui ne pourra pas se faire contre les gens et surtout pas contre les plus fragiles et les classes moyennes. Donc c'est plutôt du côté de l'État que je reverrai vraiment son rôle et son fonctionnement pour faire que notre démocratie respire enfin et qu'on sorte de cette monarchie républicaine qui n'est pas vraiment le symbole d'un État moderne. Il nous reste quelques secondes, un mot de Bruno et puis l'épreuve de la tablette après. Oui, une dernière question peut-être. Ce matin, Patrick Pouyanné faisait une conférence. J'ai Total. Total Énergie. Énergie, oui, bien sûr, mettons-nous au goût du jour. Expliquons que finalement, c'était pas à l'État à choisir tel type de carburant. Je pense à ça parce qu'on a eu un sketch, vous le savez, sur le GNR, où on voulait nous supprimer l'avantage fiscal. Or, aujourd'hui, même si ça avance vite, c'est ou de l'électrique et demain de l'hydrogène. Et Patrick Pouyanné considérait que l'État devait fixer une trajectoire et laisser faire le marché pour savoir si on utiliserait plus de l'électrique, plus de l'hydrogène, plus des carburants de synthèse. Quelle est votre position là-dessus ? Je pense que l'État doit vraiment être très présent sur les choix stratégiques. Ce sont des choix majeurs, c'est les choix qui renvoient à notre indépendance, à notre souveraineté économique et qui renvoient aussi à la façon dont on s'inscrit ou pas dans les engagements de l'accord de Paris. Donc bien sûr qu'il faut de la délibération publique, de la décision politique et que c'est à l'État de fixer cela. Ensuite, évidemment que le marché accompagne, est là et crée aussi les opportunités et les innovations. Mais sur les questions énergétiques, ce sont des questions stratégiques. Elles relèvent donc, bien sûr, de la décision publique. L'État et les citoyens. Et je pense que les citoyens devraient être beaucoup plus à la fois consulter, informer le Parlement aussi de ces choix énergétiques qui sont les nôtres, parce que d'ailleurs, quels que soient les choix énergétiques, on le voit bien, la question de l'indépendance et de la souveraineté est posée, parce qu'il n'y a aucun des choix, même, disons-le, les énergies renouvelables qui ne nous mettent à l'abri, par exemple, du besoin en terres rares qui sont nécessaires pour les énergies renouvelables. Donc ces discussions-là, elles ne peuvent pas simplement relever du monde économique et du marché. Elles doivent bien sûr s'appuyer sur lui, et je suis évidemment pour une forme très ouverte et de participation et de présence du marché, mais de régulation du marché, notamment sur ces choix très importants. Et il intervenait ce matin aussi en suivi de la question posée par la guerre en Ukraine et l'agression russe. Je le dis ici et je l'ai dit aussi ce matin, j'ai demandé qu'il y ait des mesures qui puissent être envisagées dès maintenant par rapport aussi aux conséquences économiques, notamment sur le coût de l'énergie et des matières premières dans notre pays, qui vont être une des conséquences de cette guerre aux portes de l'Europe. Anne Hidalgo, merci. Il vous reste à vous approcher du pupitre qui est juste en bas de la scène pour répondre aux 3 questions qui sont posées sur la tablette. Allez-y, je vous laisse contourner la scène. Attention aux marches. Et voilà. Alors, c'est des questions simples. Et alors, c'est un choix oui-non. Vous voyez, c'est pas comme la primaire populaire. C'est beaucoup plus simple. La transition écologique est un enjeu prioritaire pour vous. Oui. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, ouais. Le oui est coché. Un plan d'investissement est nécessaire pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Oui. D'ailleurs, moi, je dis une planification. La place des infrastructures est majeure dans ce plan d'investissement, évidemment, et il faut rétablir de l'égalité des territoires. Voilà. Et donc, je signe. Oui, alors ça, c'est votre truc. Il y a un stylet, si c'est plus facile. Je vais faire un dessin, si ça continue. Ça marche aussi. Voilà. Ça marche ça, aussi. c'était le A. Et je vais essayer de faire le H.
Bon, écoutez, vous aurez compris que c'est moi, alors je vous fais un petit cœur. Voilà, il marche aussi. Et ça valide. Merci. Merci beaucoup.